Bonjour à toutes et à tous, sans attendre, c'est parti pour le second numéro du nouveau rendez-vous l'UB Mag. On continue avec mes collègues de l'équipe vidéo du PNR de faire le point sur l'actualité à l'UB. Le dossier de ce magazine portera sur la culture et le sport en période de confinement. Et oui, l'université est fermée au grand public, mais toutes les activités n'ont pas été interrompues. Nous recevrons sur ce plateau deux invités travaillant à l'UB. La directrice du pôle culture et le directeur du SUAPS. Ils nous parleront de la continuité et de la reprise des activités culturelles et sportives à l'université. Ensuite, n'oublions pas que Noël est imminent. Lionel Maillot, notre chercheur de chercheurs, nous indiquera des idées de cadeaux. Nous approchons également de la fin de l'année 2020. Nous ferons donc un point rapide sur les activités prévues au début de l'année 2021. Et finalement, pour ce numéro, nous voulions vous faire découvrir le domaine viticole de l'UB. Et oui, l'université possède des vignes. Vous découvrirez les vignes du domaine de Marsanais et comment elles sont gérées. Comment les composantes de l'université se sont-elles adaptées face à la situation que nous vivons à nouveau? C'est la question que nous nous sommes posée. Nous sommes allés dans un premier temps au théâtre Mansart, un lieu géré par le Crous. Nous avons alors rencontré, entre autres, l'association étudiante du théâtre universitaire de Dijon, le TUD, et un artiste circassien qui réside au théâtre. Le premier confinement, ça a été, on l'a pris comme il est venu, on s'est dit tiens c'est du temps, on avait toute une grosse tournée à faire, donc on s'est dit bon on va le prendre pour faire d'autres choses. Mais c'est vrai que le deuxième confinement pour nous ça a été quand même une période difficile. Ça a duré une semaine de blues et puis après on s'est dit faut que ça continue, qu'on va pas arrêter là, donc on est reparti. Ce deuxième confinement nous a permis de maintenir, annulation des spectacles nous a permis de maintenir l'accueil de compagnies en résidence, qu'elles puissent au moins travailler. Globalement, il y a eu la plupart des théâtres qui ont ouvert leur plateau. Je sais qu'il y a eu un appel à résidence à Morteau. Je crois que Beaune aussi va ouvrir son théâtre, a dû ouvrir. Je suis au théâtre Mansart pour travailler sur plus de la recherche que de la création. Au théâtre, c'est compliqué de faire des répétitions, de construire quelque chose, etc. sans se dire qu'à la fin, on montre à quelqu'un. C'est peut-être un travail de long terme que j'engage ici, justement. Qui est bien, une recherche qui pourra peut-être se voir seulement dans 2 ans. Des meubles luisants, polis par les ans, décoreraient notre chambre. Un des groupes du théâtre, donc le BUIPEP, la Brigade universitaire d'intervention poétique en espace public, a mis en place les permanences poétiques, qui sont tous les soirs une permanence téléphonique tenue par plusieurs adhérents du théâtre. Des gens extérieurs au théâtre peuvent appeler les numéros qui sont fournis, des gens lisent des poèmes. Donc ça a remplacé un peu l'activité habituelle. Sur le premier confinement, il est arrivé en toute fin d'année, donc on avait déjà les adhésions des adhérents, on avait déjà reçu certaines subventions, on n'a pas pu conduire éclosion, mais le budget a pu être équilibré. Cette année, c'est très différent, parce que le confinement est arrivé, comme tu l'as dit, un peu en retard par rapport à la rentrée scolaire. Oui. Pour l'instant, les adhérents n'ont pas intégré l'association, donc c'est très compliqué. Et pour répondre à nous sur notre survie, nous, on est établissement public, ça va, on est là plutôt pour permettre aux autres de survivre. Oui. Les difficultés sont pour les compagnies. Ce qui est difficile à gérer, c'est l'absence de visée, l'incertitude à court terme. Des compagnies, des travaux ont été impactés. Est-ce qu'ils vont pouvoir émerger à un moment ou à un autre? Ceux qui ont été annulés, ils seront reportés. Le report se fera-t-il ou comment? Voilà, quel sera notre quotidien? À quelle réglementation allons-nous pouvoir faire face? Voilà, c'est ça qui est très inconfortable. C'est assez frustrant parce qu'on ne sait pas si on va pouvoir jouer normalement au printemps. Une chose est sûre, c'est que les dates du printemps dernier s'étaient décalées à l'automne de cette année, qu'on ne les a pas toutes faites. Donc les dates de cet automne se sont redécalées au printemps. Donc on a un printemps qui est très chargé, tant mieux. Et on croise les doigts pour que ça puisse se faire. Pour nous parler de la culture, nous recevons Marie-Laure Baudement. Bonjour et merci d'être sur notre plateau. Bonjour. Vous êtes la directrice du pôle culturel de l'université.
Le théâtre Mansart qu'on vient de voir ne dépend pas du pôle culture de l'UB. Néanmoins, vous avez vécu sensiblement le même contexte, les mêmes situations, notamment avec l'Athénéum. Quelles sont vos réactions par rapport à ce reportage? On se retrouve totalement dans leurs interrogations, dans leurs problématiques. On est sur la même façon de voir les choses. Nous avons reçu des artistes en résidence aussi à l'Athénéum. Alors, le pôle culture, c'est l'Athénéum, mais c'est aussi la mission culture scientifique, les éditions universitaires de Dijon et l'Université pour tous. Pour chacun des 4 services, il a fallu se réinventer. C'est vrai que c'était sans doute... on était plus près qu'au premier confinement, mais il a fallu... Enfin, c'était plus compliqué finalement ce deuxième. On n'avait pas envie de ce deuxième, comme tout le monde. Mais bon, des équipes sont venues à l'Athénéum, enfin des artistes sont venus à l'Athénéum en résidence. On a pu recevoir quelques écoles qui sont venues voir. On a pu mettre en place les UE Culture pour l'ensemble des étudiants d'université qui viennent de tous les domaines. On a pu rencontrer nos publics aussi en culture scientifique avec l'expérimentarium qui a réalisé des rencontres virtuelles avec la Nuit des chercheurs, où il y a eu une émission de télé, où il y a eu tout un tas de choses qui s'est mise en place. Les éditions universitaires ont pareil mis énormément de choses en ligne, ont continué de travailler sur les livres. Et il a fallu se réinventer aussi à l'UTB, puisque nous ne pouvions plus accueillir les auditeurs. Donc chacun a repris son bâton de pèlerin pour être présent, pour accueillir les gens, pour être prêt pour notre public. On a tous fait des petites... on s'est tous retrouvés devant une caméra, moi avec des objets de collection, d'autres avec des chercheurs. Enfin, ça a été un foisonnement, je trouve, ce deuxième confinement, qui a pu se faire grâce à la bonne volonté de chacun, grâce aux services numériques, donc... vous tous qui nous accueillez aujourd'hui. Voilà, ça a été l'occasion de mettre en place des actions communes aussi avec d'autres services de l'UB, donc on a avancé. Très bien. Donc, comme vous l'avez dit, le nouveau confinement a été un coup dur en plus pour les événements culturels sur le campus. De nombreuses représentations ont dû être annulées ou parfois reportées quand c'était possible. Quels ont été les principaux problèmes rencontrés? Déjà, le relationnel avec les artistes qui sont dans une situation très très problématique. Nous, on a la chance d'être service public, on a la chance de pouvoir travailler. Quoi qu'il arrive, on peut se réinventer parce qu'on a du monde autour de nous. Les artistes, c'est pas le cas. S'ils ne travaillent pas, ils n'ont rien. Alors même s'il y a eu des choses mises en place par le gouvernement, mais il a fallu rassurer tout le monde, leur dire qu'on était avec eux, qu'on allait continuer à travailler avec eux. Et rassurer aussi nos financeurs, parce que nous dépendons du conseil régional notamment qui finance nos actions de culture et de culture scientifique. Il a fallu qu'on leur montre qu'on continuait à rencontrer notre public, et ils sont derrière nous, et c'est aussi important d'avoir ceux qui nous financent derrière nous. La confiance donc du conseil régional, de la ville de Dijon, de la DRAC, mais aussi de l'université. De la gouvernance de l'université qui nous ont fait confiance. Donc, c'est vraiment rassurer tout le monde pendant cette période compliquée, ce qui est compliqué parce que, comme disait le théâtre Mansart, on ne sait pas où on va. Tout à fait. Tout à fait. Il y a eu aussi le 27 novembre dernier la Nuit des chercheurs qui s'est bien déroulée. Comment avez-vous mis en place toute l'organisation pour que cet événement puisse avoir lieu? Alors la Nuit des chercheurs est gérée par Lionel Maillot dans mon équipe. La Nuit des chercheurs, elle s'est déroulée sur toute la France, puisque ce n'est pas seulement à l'université de Bourgogne. Et chacun a mis en place différentes actions. Donc on a réussi à mettre en place des choses pour que la rencontre avec les chercheurs se fasse. Et ça, c'était hyper important. Il fallait vraiment que cette rencontre ait lieu. Et on n'y croyait pas forcément, mais l'émission de télé, un vendredi soir à 20h,
a plu, a réuni du monde. Donc le pari était gagné. Et puis il y a eu plein de rencontres sur Zoom aussi, mais là sur l'ensemble du territoire français, où de la même façon, le public était présent. Donc ça ne remplacera jamais la vraie relation, la vraie rencontre, mais malgré tout, les équipes ont réussi à mettre en place des actions pour favoriser ce lien. Une belle alternative, pour que ça puisse quand même se dérouler. Donc vous avez commencé à nous parler des adaptations que vous avez essayé de trouver pour que les événements puissent avoir lieu, pour qu'on puisse garder une culture au sein de l'université. Je crois qu'il y a eu notamment des expositions en visite guidée peut-être, en visio ou des choses comme ça. Alors c'est la première fois que je monte une exposition pour personne. Ça fait très drôle. Ça fait plus de 15 ans que je réalise des expos et là on n'a pas pu l'inaugurer, on n'a pas pu avoir cette rencontre avec le public. Donc oui, avec votre aide, on a pu faire une visite virtuelle, des pastilles sonores aussi qui permettent d'avoir un petit peu l'essence de cette exposition auprès du public, et ça sera bientôt en ligne pour que ça donne envie aux gens d'écouter, de voir ce qui se passe sur le campus, et puis de venir une fois qu'on aura pu réouvrir. Alors on a prolongé l'expo sur le printemps pour qu'elle puisse quand même être ouverte un certain temps. Et que tout le monde puisse en vrai participer vraiment. Voilà. Et dernière question, donc si tout va bien, la vie universitaire devrait reprendre courant février, comme vous l'avez dit. Est-ce que de nombreux événements sont à attendre lors de la réouverture du campus ? Oui, de toute façon, la programmation était déjà faite. Tout ce qui a pu être porté l'a été. Donc, on vous attend avec grand plaisir un petit peu partout. En plus, on a profité de ce confinement pour faire des travaux à l'Athénéum. Donc, vous pourrez retrouver un bar tout neuf. Donc, ça sera quand même chouette à voir, à rencontrer. Les sièges de la salle de spectacle sont mis. On va être prêt vraiment pour vous accueillir le mieux possible dans l'espace culturel qui est sur le campus. Et puis, toutes les actions qu'on mène régulièrement vont être mises en place. Et on débute un programme Art Sciences qui s'appelle Réseau Partout Utis, avec la région Bourgogne-Franche-Comté. Et là aussi, ça sera l'occasion de rencontres avec des artistes, des chercheurs, tout au long du premier semestre. D'accord. Eh bien, très bien. Merci beaucoup à vous. Merci pour votre témoignage. Et bonne continuation pour cette nouvelle année surtout. Merci. Le sport, lui aussi, a été impacté. Dans la vie de tous les jours, presque toutes les activités ont dû être interrompues et les salles de sport fermées. Mais le SUAPS a réussi à s'organiser pour que le 12 novembre dernier, certaines activités puissent reprendre. Pour ceux qui l'ignorent, le SUAPS, ça signifie le service universitaire des activités physiques et sportives, donc à l'université, et qui propose la pratique d'une 50aine d'activités diverses et variées et pour tous. Dans un premier temps, nous sommes allés à la rencontre des bénéficiaires du SUAPS pour voir leur avis directement pendant leur séance de sport. Bonjour, le SUAPS a repris le 12 novembre dernier. Est-ce que tu es contente de reprendre le sport, le badminton en l'occurrence ? Oui, très, parce que ça manque. C'est cool parce que toutes les autres salles sont fermées. Donc le seul moyen c'est de soit faire du sport dehors, mais bon, il fait froid en ce moment. Je pense que le sport est vraiment indispensable. Ça fait du bien de reprendre des activités sportives juste pour un intérêt psychologique, pour se détendre, parce que juste travailler et pas pouvoir se détendre, c'est frustrant. Ça permet de faire un break avec les cours et d'être libre aussi sans le masque, de pouvoir jouer sans le masque, et c'est très agréable. Alors là, on peut voir les amis, on peut sortir, puis c'est bien pour la santé. Et conditions oblige au niveau des mesures sanitaires, comment ça se passe au niveau des risques, au niveau des conditions générales quand vous êtes ici, comment tout se passe ? Alors du coup, on a l'obligation de mettre une serviette sur chaque appareil quand on utilise donc une machine. Et à côté de ça, on met un masque quand on se déplace dans la salle. En badminton, c'est pas compliqué d'avoir des distances du coup. Vu qu'on fait que des 1 contre 1 et les 2 contre 2, on a arrêté. On prend toutes les mesures nécessaires, masque, comme dans la société, quand on garde le masque, on se désinfecte les mains et puis voilà. La capacité d'accueil n'est pas plus que 15 personnes et on désinfecte les machines à chaque fois qu'on les utilise. Il y a également le port de masque
lorsqu'on se déplace de machine en machine. Comme vous voyez, il n'y a pas grand monde déjà, donc toujours les mêmes qui viennent. Et après, au niveau de la désinfection, ouais, c'est les mains en rentrant, les raquettes si on emprunte des raquettes. Les risques, il y en a toujours, mais c'est au minimum. On a les profs qui sont assez stricts sur les consignes. C'est-à-dire si on a le matériel là-bas avec quoi on doit nettoyer les machines à chaque fois qu'on les utilise. Donc moi perso, je ne sens pas trop le risque puisque chacun fait attention à ce qu'il fait, il fait attention aux autres. Donc je pense que le risque il est vraiment minimal. Si on a décidé de venir ici, c'est qu'on a pris en compte le fait qu'on jouait sans masque parce que faire du sport avec un masque, c'est pas possible. Du coup, on le sait déjà avant de venir. Notre deuxième invité est Samuel Pécaud, le directeur du SUAPS. Bonjour et merci d'être ici avec nous. Bonjour. Vous allez nous exposer les détails des mesures et des engagements que vous avez pris pour que certaines activités puissent reprendre. Mais tout d'abord, on voit que les étudiants ont l'air ravis de la reprise des activités. Quelle est votre réaction en les écoutant ? Je suis déjà très satisfait et très content de voir que les étudiants prennent plaisir à venir dans les activités physiques. Et on sent le besoin et physique mais aussi mental pour que les étudiants viennent chez nous et puissent échanger et retrouver une vie sociale qui pendant le confinement, le premier confinement et un deuxième confinement était très dur pour eux. Et vraiment, ça me fait plaisir de voir tous ces étudiants qui viennent, participent et qui ont le sourire et qui sont contents d'être là. Très bien. Comment s'est passée la prise de décision pour la réouverture des activités du SUAPS et quels ont été les arguments en faveur de cette réouverture ? Déjà, on a bataillé pour pouvoir reprendre parce que on s'est dit que le sport, c'est quand même un outil fondamental pour la personne et pour l'étudiant et le personnel, malheureusement qui ne peut pas venir à nos cours, mais c'est fondamental pour leur santé physique et psychologique. Donc on a bataillé pour que ces cours, ces TP et ces TD en distance, ce n'est pas possible pour nous, pour le sport. Donc on a vraiment insisté pour être sur du présentiel. Et là, je peux remercier la gouvernance, c'est qu'ils nous ont soutenus et le président Vincent Thomas a voulu vraiment insister pour que les cours qui n'étaient pas possibles en distanciel se passent en présentiel sur le campus. Et du coup, à travers nos cours, nos TP d'activité physique, on a pu reprendre sous l'autorisation du recteur. On a établi une liste de sports qui étaient dites à minimum à risque, donc que le volleyball pour les sports collectifs et puis des sports individuels, où on a pu mettre en place des conditions sanitaires qui puissent respecter tous les gestes barrières. Et du coup, on a pu proposer un planning d'activité réduit, mais un planning d'activité pour les étudiants. Et ainsi, les étudiants peuvent venir poursuivre et leur formation personnelle et leur formation qualifiante à travers nos activités physiques et sportives. D'accord. Et donc là, on parlait de la reprise au 12 novembre. Est-ce qu'avant le 12 novembre, pendant le début du confinement, il y avait des activités ? Est-ce que vous avez réussi à mettre en place des initiatives ? Alors sur le premier confinement en mars, en fait, on s'est retrouvé dans une situation un peu inédite où faire du sport en distanciel, c'est très compliqué. Donc en fait, on était obligé de se réinventer. Alors nous, les profs de PS, on est des hommes et des femmes de terrain et du coup, on s'est plongé dans le numérique, dans le distanciel. On a été très bien accompagnés par notre secrétaire qui maîtrise les outils informatiques et de vidéo. Et du coup, on a pu, à travers notre site, notre page Facebook et notre chaîne YouTube, on a proposé des cours en distance. Donc forcément du sport individuel, donc de la préparation physique, du bien-être. Et du coup, on a pu communiquer avec les étudiants. Donc on a eu beaucoup de retours. Les gens étaient très satisfaits de retrouver un lien avec les enseignants. Et du coup, on a proposé sur notre page Facebook des lives. On a fait des lives de nos activités. On a proposé, donc on s'est filmé dans des situations. On a proposé sur notre chaîne YouTube. Et on a tout recensé sur notre site du SUAPS. Alors sur l'onglet, vous avez accès sur le site du SUAPS à travers le site de l'université. À travers les onglets continuité pédagogique, on a recensé toutes les vidéos qui avaient été faites par activité, donc par famille d'activités, par activité. Et donc vous voulez voir des cours de musculation en distance, donc tout est accessible en ce moment. Vous allez sur sport individuel, cliquez sur l'activité musculation et vous avez une dizaine de séances dans l'ordre chronologique qui permettent à un étudiant de faire d'une première séance à une 10e séance de musculation.
pareil pour le bien-être, pareil pour la préparation physique. Voilà. Donc en fait, on a pu recenser, on a tenu à garder cette trace du confinement qui est exceptionnelle et qui peut servir du coup sur un deuxième confinement où des étudiants sont à distance, sont pas sur le campus, donc peuvent continuer l'activité physique à travers notre site. Voilà. On est assez, je dirais fiers, ouais, on est content d'avoir fait ça. Alors je tiens à remercier encore une fois le personnel administratif de notre service et les enseignants, parce qu'on s'est mis sur des choses où c'était très difficile avec une grosse charge de travail. Donc vraiment, on est vraiment satisfait d'avoir pu faire ces cours à distance et ces vidéos. On s'est dit qu'on voulait proposer une offre équilibrée entre sport collectif, puisqu'on peut faire du volleyball, donc faire du volley, un sport collectif, équilibré avec des sports de raquettes, équilibré avec des sports individuels, de la préparation physique, de la musculation, et aussi proposer des activités de plein air qui, elles, sont plutôt favorables à cette période sanitaire. Donc proposer des activités sur le campus au départ, puisqu'on ne pouvait pas se déplacer, parce qu'en plus du confinement, on a eu Vigipirate renforcé. Donc proposer de la course d'orientation, VTT orientation, et du VTT pour les débutants sur le campus pour leur apprendre à faire du vélo, à se déplacer avec un vélo, à appréhender le relief, ainsi de suite. Et du coup, on a essayé de trouver un mixte entre sport intérieur, sport extérieur, sport individuel, sport collectif, activité de bien-être, et trouver un équilibre dans cette programmation et dans notre maquette, notre nouvelle maquette. D'accord. Alors, on a parlé des horaires qui ont été un peu chamboulés parce qu'il y a eu le couvre-feu. Est-ce que le nombre des séances a aussi été modifié et est-ce que, je suppose, l'effectif des participants a dû être modulé aussi? Oui, du coup, on a réduit nos capacités d'accueil, forcément, puisque nos installations, on avait déjà réduit à 50%, comme la demande avait été faite par le gouvernement, mais on s'est mis encore en dessous pour minimiser les risques et que les étudiants qui viennent, du coup, puissent pratiquer en toute sécurité. Après, quand on a vraiment réduit sur une offre qui est vraiment demandée comme style la salle de musculation, puis alors en plus toutes les salles de musculation sont fermées, donc les étudiants du coup viennent vraiment chez nous et du coup on a multiplié un petit peu ces créneaux pour que donc on a réduit la capacité d'accueil, mais augmenté les créneaux qu'on voulait offrir à la base, on les a développés pour pouvoir accueillir un maximum de personnes. Et enfin, dernière question, que peut-on espérer pour le futur? Est-ce que vous espérez un maintien des situations actuelles, une réouverture progressive de toutes les activités, ou même une reprise des conditions standards, des conditions normales? Alors nous, on veut vraiment reprendre à fond. On veut vraiment que les étudiants reprennent. Alors on a envie de travailler déjà, et puis on a envie que les étudiants reprennent dans les meilleures conditions. Et puis on s'est vraiment aperçu quand même qu'il y avait une détresse physique et psychologique des étudiants qui étaient confinés. Il faut qu'on reprenne pour que les activités reprennent et que les étudiants puissent pratiquer du sport pour qu'ils se sentent bien dans leurs études et une condition physique minimale pour pouvoir vivre normalement. Mais aussi l'avenir, c'est-à-dire que toutes les maladies qui peuvent arriver plus tard, tout ça, en prévention, on se dit il faut reprendre une activité physique. Donc on attend vraiment le feu vert là-dessus. Et puis aussi le côté social, c'est que les étudiants qui sont dans leur appartement, chambre étudiante ou qui sont rentrés chez eux ont besoin d'un contact avec leurs copains, les collègues d'amphithéâtre, de cours, les enseignants, parce qu'on s'aperçoit que le cours à distance, oui, c'est possible, mais il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de contact, et vraiment on sent qu'il y a un manque là-dessus. Donc nous, on a envie de reprendre. Alors bien sûr, on est soumis aux décisions gouvernementales, mais on pense que c'est pas dans le sport qu'on se contamine forcément à outrance et que du coup, la pratique sportive reste, comme je l'ai dit au départ, fondamentale pour l'individu. Et on doit être présent par des activités. Donc on espère ouvrir, bien sûr, le plus tôt possible, mais bon voilà, on attendra les décisions. Super, eh bien nous l'espérons aussi. Merci beaucoup pour votre témoignage, votre prise de parole, et merci à l'implication de toutes vos équipes pour la reprise et le maintien des activités sportives. Merci à vous. Tout de suite, après avoir abordé la culture et le sport à l'UB, nous avons la chronique de Lionel Maillot. Bonjour Lionel. Bonjour. Noël approche et vous allez nous proposer une sélection de livres.
Oui, alors bon, on va pas inciter trop à acheter, hein, c'est pas très écolo, mais on va faire une petite entorse. Je vais vous proposer 3 ouvrages. Donc le premier, c'est Antivax, la résistance au vaccin du XVIIIe siècle à nos jours, par Françoise Salvadori et Laurent-Henri Vigneault. Donc c'est 2 maîtres de conférences à l'Université de Bourgogne. Alors c'est un ouvrage qui peut vous être utile pour les débats des repas de Noël qui vont venir liés au vaccin. Hein, il y aura certainement des arguments pro-vaccin ou surtout anti-vaccin. Donc c'est un livre qui fait la lumière depuis le XVIIIe siècle sur ce jeu du chat et de la souris entre les anti-vaccins et puis l'avancée des sciences. Donc il y a 5 premiers chapitres qui sont plutôt historiques, hein, où on voit des arguments du type, voilà, on traitait Pasteur de chimiste financier, certains disaient que voilà, la vaccination fait marcher l'humanité vers son extinction. Donc on a tous ces arguments, alors on peut peut-être un peu être dépassé à des moments, mais ensuite en fait ces arguments sont triés dans 4 chapitres par 4 idées phares des anti-vaccins, donc liées à la religion, le destin, liées à l'idée de nature, la nature qui serait bonne par nature et donc les vaccins qui du coup seraient contre nature, et puis aussi des arguments scientifiques, enfin anti-scientifiques, anti-principes scientifiques et puis des fraudes, et puis un dernier chapitre, une quatrième famille d'argumentaires plutôt sur des arguments donc anti-vaccins liés à l'économie, à la politique, à Big Pharma, voire même complotistes. Alors je ne vais pas rentrer dans le piège de aller citer pour ou contre ces vaccins, c'est vraiment, quand on n'a pas le temps, c'est vraiment un piège à la télé notamment. Donc je voulais simplement vous transmettre une idée qui est développée dès le début de cet ouvrage. C'est l'idée que les vaccins sont prescrits alors qu'on n'est pas malade. Alors que dans le cas de médicaments, on prend des médicaments quand on a déjà une maladie et donc on est moins freiné par l'idée des effets indésirables. Voilà, quand on a un vaccin, c'est plus intellectuel, c'est une idée d'estimation du bénéfice-risque, voilà, c'est moins concret. Et encore plus fondamental, en fait, plus un vaccin est efficace, plus le mal est hypothétique. On en est même à baisser la garde face à des maladies qui ont été presque éradiquées. Donc on peut se dire qu'on pourra passer à côté et puis on peut plus se focaliser sur les effets indésirables. Donc ça explique. C'est vraiment un livre qui aide à comprendre Antivax. Super. Eh bien on continue avec le deuxième ouvrage, Dans votre hotte, Père Lionel. Voilà, dans ma hotte. J'ai Comment pensent les animaux, c'est un petit trésor, hein, vraiment. Là, vous pourrez, ça va pas seulement éclairer les débats de Noël, ça va vous faire briller en société, ça peut faire briller auprès des enfants, des histoires à raconter. C'est plus, oui, donc c'est plus une mine qu'un trésor. Donc comment pensent ces animaux? Voilà, c'est vraiment des multiples récits, des exemples sur l'intelligence animale. Il y a des histoires de comment les poulpes font pour se déplacer, de passereaux machiavéliques qui imitent les cris d'alerte d'autres espèces pour en fait les faire fuir et puis pouvoir aller boulotter leur nourriture. Donc il y a vraiment plein d'histoires comme ça. Ce qui est rigolo, c'est de Loïc Bolache, donc qui est chercheur à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, et j'avais fait un portrait de lui dans mes histoires de chercheurs. Je fais un petit peu de pub, mes histoires de chercheurs, je raconte des histoires de chercheurs, et j'avais raconté que c'était un cancre en fait, qu'il avait passé, et il le dit, hein, il avait fait 4 premières années. Et en fait, à la fin de cette chronique, bon, après, on racontait que il avait quand même réussi à faire une grande carrière, que ça s'était décanté. Et à la fin de cette chronique, il disait, oui, tu sais, au fait, c'était avant l'été, il m'avait dit, le cancre, finalement, va écrire un bouquin sur l'intelligence. Donc voilà, il est sorti il y a pas longtemps. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que, en fait, il raconte les astuces des animaux, mais il raconte aussi les astuces des chercheurs qui ont trouvé, comment ils ont fait pour trouver ces traces d'intelligence. Donc, saviez-vous, Antoine, par exemple, que des insectes, des fourmis déposaient des petites choses pour retrouver leur chemin? Eh bien, figurez-vous que oui, Lionel, je le savais. Ce sont les phéromones, si je ne m'abuse. Oui, alors voilà, il y a des termites, par exemple. Un chercheur d'ici racontait que les termites déposaient des phéromones. Mais en fait, pour certaines fourmis, elles ne peuvent pas faire ça parce qu'en fait, elles vivent sur des sols où il fait 50 degrés.
il fait très chaud. Et donc, ces petits paquets olfactifs s'évaporent. Alors, comment elles font pour retrouver leur chemin, pour trouver de la nourriture? Eh bien, en fait, elles comptent leurs pas. Elles ont une sorte de podomètre intérieur. Et ça, en fait, comment ont fait les chercheurs? Donc, Loïc nous le raconte, ils ont grandi les pattes des fourmis. Donc, ils ont ajouté des petits cils de soie au bout des pattes. Et puis, en fait, ils se sont rendus compte que les fourmis qui avaient estimé que la nourriture, ils avaient appris que la nourriture était, je dis n'importe quoi, par exemple 10 000 pas, et elles refont 10 000 pas, mais elles se trouvent plus loin, donc elles ne retrouvent plus l'endroit où il y avait la nourriture. Voilà, c'est vraiment un livre qui peut devenir un livre de contes pour les enfants, et il y a eu aussi à la fin une philosophie, un plaidoyer pour des formes d'intelligence. Voilà, ce ne sont pas des femmes, parce que c'est issu d'articles scientifiques, mais bon, voilà, je trouve qu'elles sont aussi fabuleuses que celles d'un monsieur La Fontaine. Eh bien, ce livre a l'air effectivement très intéressant. Nous allons finir avec des BD, je crois. Voilà, des bandes dessinées. Voilà, comment tu fais la recherche. Donc, c'est de Thibaut Roy. C'est aux éditions universitaires de Dijon. Il y a 2 tomes maintenant. Et voilà, c'est des planches courtes, très variées, donc sur des jeunes chercheurs. Voilà, je vais faire passer des jeunes chercheurs qui font, c'est de la recherche en train de se faire, qui ont fait la recherche à l'Université de Bourgogne ou dans le cadre du réseau des expérimentariums. Donc ça peut être sur la mémoire, sur sentir, sur les odeurs, ça peut être sur de la sociologie, et ça peut être aussi sur les scarabées ou encore sur des machines infernales. C'était fait par Thibaut Roy avec le travail de Johan Campion de la mission Culture Scientifique qui avait donné plein d'indications voilà, pour pouvoir rentrer au cœur de travaux de recherche. Alors, c'est pas parce que c'est des bandes dessinées que c'est des illustrations juste pour les enfants. Moi, j'étais vraiment particulièrement admiratif du travail de Thibaut sur la recherche de Mathilde Barbier, qui est une chercheuse en psychologie sociale. Et en fait, Mathilde, elle cherche à identifier les éventuels freins ou leviers par rapport aux dons d'organes, donc les freins ou leviers psychologiques. Et en fait, elle cherche à comprendre l'idée que les gens se font du don d'organes. Donc, on va faire des zooms sur ces planches et on voit que Thibaut a eu l'idée de mettre en scène la mort, donc Marie-Claude je crois ou Anne-Claude, la mort qui essaye finalement de faire du recyclage, qui essaye, donc on peut lire, qui dit voilà le cœur est fichu mais les autres organes sont encore bons, donc on pourrait recycler dans le cadre d'une économie circulaire globalisée pour lutter contre le gaspillage, etc. Donc c'est assez rigolo. Et puis les planches suivantes, on se dit comment elle fait, Anne-Claude, pour amener ses collègues et surtout les clients, les gens en fait, à changer d'opinion et de comportement vis-à-vis du don d'organes. Voilà, telle est la question, il y a plein de références, Grane qui dit ça. Et là, il met en scène Mathilde qui travaille sur ces questions de psychologie sociale. Et donc, on peut comprendre le travail de Mathilde Barbier. Alors, la petite astuce, c'est que vous pouvez trouver cette histoire, non pas dans ces livres-là, là il y en a certaines, mais sur le site de l'expérimentarium, donc on va mettre le lien. Alors c'est vrai que pour Noël, vous pouvez offrir un lien, ça coûte pas grand-chose, il y a toutes les histoires, mais vous pouvez aussi offrir ces petits ouvrages, donc 5,50 € aux éditions universitaires de Dijon. Super, eh bien merci beaucoup Lionel, et à bientôt pour une nouvelle chronique. D'accord, merci. Tout de suite, voici l'agenda culturel pour l'année 2021. Pour terminer ce numéro, je vous l'ai dit, nous allons parler du domaine viticole de Lubé. Le domaine de Lubé, une nouvelle fois, lauréat du Taste Vinage. Et ce n'est pas une faute d'accent, c'est la bonne prononciation. En effet, le Marsanais Blanc de 2018 a obtenu en octobre dernier ce label datant de 1950.
Il récompense les vins les plus représentatifs de la grande Bourgogne viticole et évidemment ceux apportant le plus de plaisir aux consommateurs. Alors le domaine de l'Université de Bourgogne, c'est un domaine qui fait environ 3 hectares, donc qui appartient à l'Université de Bourgogne depuis 1917, date à laquelle un vigneron, M. Ducotte, un vigneron de Marsanais, a légué son domaine à l'Université de Bourgogne parce qu'il n'avait pas de descendance, mais avec 2 souhaits. Un premier souhait, c'est que ce domaine serve de plateforme pédagogique pour les étudiants et que ce domaine serve également de plateforme expérimentale pour faire des expérimentations à la vigne comme à la cave. Et donc, depuis 1950, la vigne a été plantée et l'université produit du vin et commercialise ce vin depuis ces années-là. Et à l'heure actuelle, eh bien, ce domaine répond donc aux 2 souhaits de M. Ducotte, qui est d'avoir transformé ce domaine en plateforme pédagogique pour les étudiants, puisqu'ils viennent apprendre des métiers de la viticulture et des métiers de l'œnologie. Donc en viticulture, ils viennent apprendre à tailler la vigne, ils viennent apprendre à régler un pulvérisateur par exemple, à analyser une fosse pédologique. Et puis au niveau des travaux de la cave, eh bien, ils viennent apprendre à filtrer les vins, ils viennent apprendre à embouteiller les vins, ils viennent apprendre à faire du crément, donc toute la chaîne de dégorgement par exemple pour les créments. Et puis à la vigne aussi, il y a des travaux de reconnaissance des maladies. Le domaine de l'Université de Bourgogne, il est géré par l'Institut universitaire de la vigne et du vin. Et puis, il y a Camille Bossuat, donc, qui est œnologue, qui s'occupe du domaine et qui s'occupe essentiellement donc, de la production de raisins jusqu'à la commercialisation du vin. Alors, le domaine de l'université possède ses vignes sont localisées sur Marsanais. On est un petit peu vers Couchet et un petit peu en direction de Dijon, mais c'est quand même très localisé sur Marsanais. Donc on a plusieurs parcelles, des petites parcelles qui vont de 5 arts à 50 arts en termes de surface. Donc nous nous occupons de la gestion du vignoble. Sur certaines tâches, on va faire appel à des prestataires, mais c'est très ponctualisé. Ensuite, tout le reste sera fait par le domaine, c'est-à-dire tout ce qui est travail du sol, les traitements. Nous sommes équipés sur le domaine depuis l'année dernière d'un nouveau pulvé, très qualitatif en termes de pulvérisation. Ce pulvé nous a aussi permis d'obtenir le label HVE que nous avons obtenu en juillet dernier. Donc ce label HVE, haute valeur environnementale, valorise vraiment toute la gestion viticole effectuée par le domaine depuis des années. Vraiment cette volonté de réduire les doses au niveau des traitements, de protéger aussi notre sol pour éviter un maximum trop de passages qui pourraient tasser les sols, favoriser la biodiversité également dans nos parcelles. Encore une fois, c'est bientôt Noël, pensez à vous faire plaisir en découvrant les crus du domaine. Vous retrouverez dans la description un lien vers le domaine de l'université. On est à la fin de ce magazine de décembre, merci de l'avoir regardé. Vous retrouverez dans la description de nombreux liens de tout ce dont nous avons parlé durant le magazine. N'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo pour faire découvrir à tous les actions et les projets menés au sein de l'UB. Je ne suis pas tout seul pour réaliser ce magazine, un grand merci à Pauline, Elodie, François et Eric derrière les caméras et pour la réalisation de tous les reportages. Merci aussi à nos invités et aux personnes que nous avons interviewées pour leurs témoignages. Vous nous retrouverez évidemment en 2021 et d'ici là, nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année. Portez-vous bien.